Comment la femme peut-elle être actrice de changement dans sa société? On en parle avec Elodie Nsimiri, secrétaire nationale de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC, en charge du processus électoral. Vous l'avez compris, c'est votre émission Action Femmes qui commence. Merci de nous suivre. Née le 11 avril 1987, Elodie Nsimiri est une femme politique, avocate de formation et mandataire en mine et carrière. Elle est actuellement directrice des cabinets adjoints au Sénat. Elle évolue à l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDCA, au sein duquel elle occupe le poste de secrétaire national en charge des élections. L'avocate était également chef de projet au programme national d'appui à la protection sociale, puis directrice des cabinets adjoints aux affaires sociales, action humanitaire et solidarité nationale, mais aussi conseillère à la primature. Initiatrice de la fondation qui porte son nom, Elodie Nsimiri œuvre dans la prise en charge des orphelins et veuves, l'autonomisation de femmes et jeunes filles, avec son actif 5 centres de coupe-couture dans les territoires de Kabaré au sud Kivu. Elle est également initiatrice de la coalition de la société civile pour la promotion et la protection de droits économiques, sociaux et culturels. La directrice des cabinets adjoints au Sénat milite pour le droit de femmes, entre autres pour l'accès aux soins de santé et à l'éducation pour tous, particulièrement aux jeunes filles. Elodie Nsimiri milite également pour la place de la femme dans les instances de prise de décision. Elodie Nsimiri, bienvenue. Merci. Alors, première question d'emblée. Comment la femme peut, selon vous, être actrice de changement dans sa société? Merci tout d'abord, Madame Gloria, pour l'invitation. Il y a plusieurs moyens ou plusieurs façons pour une femme d'impulser le changement dans sa société. Tout d'abord parce que par nature, la femme, elle a un grand cœur, elle est déterminée quand elle porte une cause et elle sait endurer. Et donc, quand elle est face à une situation, tout ce qu'il lui faut, c'est juste d'être dans un environnement qui lui permet de déployer ses forces. Et c'est là qu'elle peut être effectivement actrice de changement dans sa société, et c'est vaste en fait, c'est vaste, ça dépend aussi dans quel domaine elle se trouve. Quel est votre regard sur les droits des femmes ici en RDC? Avancée, stagnation ou recul? Il y a des avancées significatives, bien qu'on n'est pas encore arrivé là où on aimerait, et par rapport à l'indicateur global, l'égalité qui est consacrée par la Constitution, on est loin de là, et même dans le cadre de 30% dont on a souvent parlé, on est encore loin. Mais les avancées sont à quel niveau? On peut dire que de plus en plus, la communauté, notre société comprend que la femme a droit aussi à un espace, et elle est capable de transformer lorsqu'on la met dans des conditions qu'il faut. Alors, là où il y a encore des progrès à faire, c'est à quel niveau, selon vous? Là où il y a encore des progrès à faire, c'est par rapport aux droits. Et quand je parle de droits, les droits des femmes, je l'ai toujours dit, les droits des femmes ne sont pas à considérer ou à mettre de côté, c'est le droit de l'homme. Les droits des femmes, c'est les droits de l'homme, et lorsqu'on parle des droits de l'homme, on aborde tout le champ. Et spécialement, moi, ce qui me concerne, j'ai choisi mon champ, c'est celui de droits économiques, sociaux et culturels, parce que c'est ça qui tient à ce que l'on a de plus cher, à ce qu'on a, la vie. Et quand je regarde les droits, l'accès par exemple à la santé, à l'éducation, au logement, à la terre et tout ce qui peut suivre, on réalise qu'il y a encore des difficultés, il y a encore des problèmes de réalisation de ces droits, et cela freine encore la femme.
Au-delà de ça, il y a effectivement, c'est inhérent à ce que je viens de dire, les problèmes d'accès à l'éducation, à la santé. Ça empêche aussi à ce que les femmes puissent être dans les instances où ils peuvent aussi compétir au même titre que les hommes et prendre aussi des postes de responsabilité, par exemple, avoir un espace dans les instances de prise de décision. Parce que tout part d'abord des réalisations des droits fondamentaux qui sont les droits à l'éducation, les droits à la santé, à l'environnement et tout ce qui va avec. Et à ce niveau-là, il y a encore beaucoup à faire et ça fait que la lutte est encore loin d'être gagnée. Okay. Et dans votre parti, l'Alliance des forces démocratiques du Congo, au sein duquel vous occupez le poste de secrétaire national en charge du processus électoral, est-ce que la femme occupe-t-elle une place de choix? Je l'ai toujours dit, chez nous, la question de la place de la femme, donc chez nous, à l'Alliance des forces démocratiques du Congo, la question de la place de la femme ne se pose plus. La femme a une place de choix et elle est dans un environnement où elle peut compétir au même titre que les hommes. La preuve est que je suis devant vous. Je suis secrétaire national en charge du processus électoral. La présidente ou la vice-présidente nationale de mon parti, c'est une femme. Le président national, c'est un homme. Au niveau du secrétariat général, il y a autant de femmes que d'hommes. Au niveau du secrétariat national et des autres instances, que ce soit au niveau des fédérations, il y a un partage équitable des responsabilités. Ça, je peux dire parce que la conception et le leadership de son initiateur, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, est tel qu'il a, dès le départ, dans les textes les textes constitutifs de notre parti, de notre regroupement, il a consacré l'égalité des chances. Et en tant qu'acteur politique, en tant que leader, cela se manifeste, cela se traduit dans son comportement de tous les jours par rapport à comment il collabore avec ses camarades, comment il rappelle tout le temps que les questions d'égalité doivent être préservées et comment surtout il faut appliquer la discrimination positive. Et quand vous regardez sa façon de faire la politique, partout où il se trouve, il met la femme à la place qu'il faut. Déjà dans la constitution du bureau du Sénat, sur 7 membres du bureau, il y a 3 femmes, ce qui est quand même plus ou moins équilibré. Dans le gouvernement des missionnaires de Sama, sur 4 postes ministériels que mon parti, mon regroupement avait, 2 et très importants postes étaient occupés par les femmes. Donc, dans mon parti, cela ne se pose pas. Dans le comportement de chaque femme, dans le comportement de chaque homme, qui est conscient que l'on ne peut pas construire une société en excluant la majorité de ceux-là ou celles qui la composent, les femmes. Ils doivent se mettre en tête que il faut... Je n'aime pas beaucoup utiliser le mot faciliter la tâche, mais il faut comprendre qu'il y a lieu d'appliquer la discrimination positive. Ça veut dire quoi? Lorsqu'il s'agit par exemple des postes à compétition ou des candidatures, il faut toujours avoir le regard et l'attention pour dire que non, en face d'autant de candidatures, regardez quelles sont les candidatures femmes qui méritent d'être soutenues. Je ne parle pas du favoritisme, c'est très différent. Pourquoi? Plutôt la méritocratie. La méritocratie. Pourquoi? Parce qu'il y a tant de facteurs défavorisants. Et tant d'hommes ou tant de personnes n'ont pas
encore compris que les droits des femmes ne doivent pas être considérés comme une faveur, mais plutôt un facteur de développement de toute société équilibrée, ou toute société qui se veut équilibrée. Moi, j'ai vu aux côtés de mon chef de parti, aux côtés du professeur Modeste Batiloukwebo, quand il présente ses candidatures féminines, c'est pas vous, c'est pas cette femme-là qui va aller se battre, c'est lui qui va être là pour rappeler que non, vous ne pouvez pas constituer par exemple un ticket. Aujourd'hui, on a des assemblées provinciales qui vont se constituer. Il y aura des gouvernements provinciaux, il y aura le gouvernement national. C'est lui, il est toujours là pour rappeler que non, vous ne pouvez pas constituer un ticket, un bureau de l'Assemblée provinciale sans 2 ou 3 femmes. Si vous ne pouvez pas garantir l'égalité, montrez quand même, arriver même à 40% ou 45%. Pourquoi pas au-delà? Et voilà un peu ce que je peux dire au sujet de mon parti. Et je souhaiterais que les autres leaders politiques, que les autres acteurs des communautés, des acteurs sociaux et même ceux qui sont dans le secteur privé et autres, prennent cela pour modèle et agissent en conséquence chaque fois qu'ils seront confrontés à des questions des femmes ou des droits des femmes. Votre avis, puisque actuellement nous avons une première ministre, une chef du gouvernement. Votre avis sur sa nomination, la nomination par le chef de l'État de l'ancienne, parce qu'elle était ancienne ministre du Plan, Judith Suminwa, au poste de Premier ministre, c'est une première dans l'histoire de la RDC. Quel est votre avis? Oui, c'est une première dans l'histoire de notre pays et c'est à saluer. Depuis l'indépendance, ou bien même avant, donc on n'a jamais eu une femme à un tel poste de responsabilité au niveau national. C'est là que nous devons saluer le choix du chef de l'État. Tout le monde parle de la masculinité positive et tout, mais je pense qu'on ne doit pas se limiter à ça. On doit regarder le profil de Madame Judith Suminwa. On ne l'a pas nommée, le chef de l'État ne l'a pas désignée parce qu'elle est femme, tout simplement. Non. Elle a un profil. Elle a une capacité. Elle a été ministre du Plan, où elle est encore dans le gouvernement des missionnaires. Et donc, pour moi, c'est un grand pas. On dit souvent que ce sont des petits pas qui font de longs chemins. Voilà que nous sommes sur un chemin et en tout cas, je dirais, comprenez mon émotion. Pour moi, c'est un message très important que le chef de l'État vient de lancer à toute la classe dirigeante de la République démocratique du Congo et à toute la République sur la considération et la foi, d'ailleurs, la foi qu'il met en la femme, en sa capacité de pouvoir faire la différence, je veux dire, parce que pour l'instant, ce dont on a besoin, ce n'est pas, c'est pas beaucoup, c'est le changement. Et donc, le chef de l'État, je pense qu'il a trouvé la personne qu'il faut et il l'a mise à la place qu'il faut. Plus d'un pense que la première ministre n'aura pas les épaules assez larges, encore moins les coups des franches pour diriger l'exécutif central et réussir sa mission. Que répondez-vous à ces affirmations? Mais je trouve d'abord que ces affirmations elles sont graves et vraiment c'est des préjugés qui ne tiennent sur aucun raisonnement objectif. Madame Judith, on nous a lu son CV, elle a une formation qu'il faut, elle a été ministre du Plan. Elle est passée par le PNUD. Pour moi, elle est passée par le PNUD. Je pense qu'on ne peut pas dire qu'elle n'a pas les épaules qu'il faut pour... parce que, pourquoi?
Est-ce que les problèmes de notre pays sont d'ordre surnaturel? Non. Ce ne sont pas des problèmes d'ordre surnaturel. Tout dépend de comment elle va organiser son gouvernement. Tout va dépendre de sa capacité d'organisation, de sa capacité managériale et de son équipe. Et quel est le message fort qu'elle va donner? Parce que pour moi, ce n'est pas question des femmes, ce n'est pas question des jeunes, des vieux ou de... Ce n'est pas du tout cette question-là. C'est question de leadership. Donc, c'est à elle de pulser, de donner l'impulsion. C'est à elle de s'entourer d'un cabinet fort, des techniciens qui peuvent, d'experts, qui maîtrisent les questions cruciales de notre pays dans chaque domaine. Et donc, pour moi, il n'est pas question de penser ou de dire ou d'être dans les préjugés du genre, c'est une femme, elle n'aura pas des épaules. Non. Même les questions les plus difficiles, celles liées à la sécurité, à l'économie, moi je crois, et c'est là que je dis non, tous ces préjugés n'ont pas de place. Tout va dépendre de comment elle va s'y prendre, quel est le message qu'il faut, quelle est sa capacité d'organisation, quels sont les ministres avec lesquels il va travailler, qui comprennent aussi le défi pour notre pays. Parce que nous devons nous remettre en cause. Nous, en tant qu'État, qu'est-ce qui compte pour nous? Quel est notre modèle? Quel est notre idéal? Où est-ce que nous devons aller? Et moi, je pense que c'est toutes ces questions-là auxquelles la Première ministre doit répondre. Et pas une question du genre, c'est une femme, non, c'est pas question des biceps, c'est pas question des muscles, c'est question de la capacité d'organisation et de la capacité d'impulser les changements et de donner la ligne de conduite. Sur quoi devraient se pencher ces priorités, selon vous? Oui, ces priorités, vous savez, c'est quand même une question pas facile, hein, parce qu'il y a beaucoup de priorités. Parmi tant de priorités ou tant de défis, il y a ceux-là que moi je considère très importants et qui pourront résoudre les autres défis ou les autres priorités. Il s'agit des défis tout d'abord sécuritaires. Il faut rétablir l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République. Il faut restaurer la paix dans toute la partie Est. Je parle du Nord Kivu, de l'Ituri, du Sud Kivu. La deuxième, c'est de redresser les finances publiques, l'économie, la gouvernance, parce que, vous le savez, la situation dans laquelle se trouve notre pays sur le plan économique, sur le plan des finances publiques, elle n'est pas bonne. Les dollars ne fait que, les francs congolais ne font que perdre leur valeur. Les prix des denrées alimentaires ne fait que augmenter. Le panier de la ménagère. Donc, tout ce qui est économie, vraiment, c'est en dessous de la moyenne, si pas l'échec total. Deuxième défi, nous envoie au troisième qui est social. Les conditions sociales sont très, très déplorables. Il y a eu beaucoup d'efforts du côté éducation, la gratuité, il y a beaucoup d'efforts du côté de la santé, la gratuité de l'accouchement dans certaines provinces. Cela nous ramène aussi à la question où je vais, disons, à la quatrième priorité, celle des infrastructures des bases. Les routes, la problématique éternelle ou l'enjeu éternel d'acheminement des produits agricoles entre le point de production et vers le point de consommation. Alors, comment entrevoyez-vous la composition du prochain gouvernement? Oui, pour ce qui concerne la composition du prochain gouvernement, en tout cas, c'est très important que je le souligne.
je suis sûre, je sais que la Première ministre aura la capacité de pouvoir bien analyser les différentes propositions des partis politiques, parce que c'est un gouvernement, les membres de ce gouvernement seront issus des partis politiques, du Parlement et autres, et c'est très important de les souligner, parce qu'il faut éviter de faire comme ce qu'on a vu dans le gouvernement passé. Si vous interrogez les chiffres, vous regardez ce qui s'est passé, tous les membres, en tout cas à quel pourcentage, peut-être en tout cas au-delà de 70%, les membres du gouvernement ont créé des partis politiques. Les ministres que nous aurons seront nommés parce qu'ils sont envoyés par les chefs des partis qui hier étaient ministres, directeurs des cabinets, conseillers, et ont pensé que pour se maintenir aussi et avoir droit ou part au gâteau, il faut entrer au gouvernement. C'est parti pour l'échec. C'est parti pour l'échec parce qu'ils ne vont pas servir le pays. Il doit se choisir des personnalités, disons, des ministres qui sont capables de travailler pour relever les défis énormes auxquels le pays est confronté. Et la capacité de notre Premier ministre, nous n'avons aucun doute, sera de créer une dynamique au niveau ou au sein de son gouvernement, une dynamique capable de changer le paradoxe d'un pays riche, avec des ressources humaines, naturelles énormes, mais avec la population la plus pauvre de la planète. Okay. Vous êtes également initiatrice de l'ASPL, Association des défenses des droits des patients. Dans quel contexte avez-vous mis en place cette association? Oui, l'association a été mise en place dans un contexte où, disons, dans un contexte de violation des droits des patients, donc les droits à la santé. Nous sommes dans un état, vous le savez, où la réalisation des droits économiques, socio-culturels pose encore beaucoup de problèmes. Et vous avez comme une classe de privilégiés qui peuvent se faire soigner dans n'importe quel hôpital du monde, dont les enfants peuvent aller dans n'importe quelle école du monde, qui peuvent être bien véhiculés, bien logés et autres, et vous avez l'impression d'une autre classe qui n'a pas accès même aux médicaments, même pas à un comprimé, même pas à une école, donc des enfants qui sont peut-être dans des écoles en paille avec pas de pupitre. Et tout ça, c'est trop comme violation des droits économiques, sociaux et culturels. C'est dans ce contexte-là que je m'étais penchée sur le droit à la santé. Parce que le champ est vaste, le champ des droits humains, il est vaste. Et j'avais choisi la lutte pour l'accès aux soins de santé pour tous. Et c'était pour dire que non, donner un message, interpeller les décideurs sur la réalisation de ces droits, sur le souci de faire bénéficier à tous les Congolais de ce droit, le droit à la santé. Parce que pour tout État sérieux, les dépenses de santé ne doivent pas être considérées comme des dépenses de plus, non. Ça doit être considéré comme des dépenses d'investissement. Quand vous investissez dans la santé, vous investissez dans la population parce que vous aurez une population forte à même de travailler et ça va financer l'économie du pays. Mais quand vous avez une population malade qui ne peut pas se faire soigner, qui ne peut pas être en bonne santé, vous handicapez vous-même, vous freinez vous-même votre économie. Qui vont payer les taxes? Qui vont aller au travail? Donc tout ça, c'est des questions qui avaient fait à ce que
je me consacre dans la lutte pour le droit à la santé. Que pensez-vous de notre pays, justement, puisque nous parlons du changement dans le pays? A-t-on les ressorts d'une grande nation en devenir? Nous avons le ressort d'une grande nation à devenir pour une seule condition: la prise de conscience. C'est ce qui nous manque. C'est tout ce qui nous manque. Nous n'avons pas conscience du grand pays que nous avons. Nous n'avons pas conscience des grandes richesses, d'énormes richesses que nous avons. Nous n'avons pas conscience de notre rôle géostratégique. Ce qui nous manque, c'est le primat de l'intérêt collectif sur nos intérêts égoïstes, sur nos intérêts privés. Nous devons arrêter de penser à nous-mêmes et penser à l'État. Le jour où nous allons prendre conscience, le jour où nous allons comprendre que notre devenir dépend de notre capacité de notre sérieux et de notre souci de faire de notre pays un État qu'il faut, nous y arriverons. Donc, je pense que c'est possible. Et il ne reste plus qu'à vous remercier, Elodie Ntiméré, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Comment la femme peut-elle être actrice de changement dans sa société? Le sujet a été abordé aujourd'hui avec Elodie Ntiméré, secrétaire nationale de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC. Elle est en charge du processus électoral. C'en est fini pour Action Femmes. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir.